En éducation nationale, les élèves payent des années de laxisme à l'école, notamment sur la question de l'insécurité. Là, aujourd'hui, on a un sondage qui est alarmant. C'est c'est quasiment un parent sur deux qui dit que ses enfants ont été victimes d'agressions. Il y a effectivement la question du harcèlement, mais pas que. Il y a aussi les bagarres, il y a aussi toutes les rixes qui peuvent avoir lieu à l'école. C'est le résultat d'une augmentation de l'insécurité à l'école et qui est notamment portée principalement sur, et il faut le dire, sur les collèges principalement et sur les lycées professionnels. Alors que quand on regarde la distribution de la violence dans les lycées, notamment généraux, on voit qu'il y a moins de violence que dans les lycées professionnels. Ça montre que justement, c'est les classes populaires et les classes intermédiaires qui sont confrontées davantage aux phénomènes de violence dans les quartiers, mais aussi dans les zones périphériques. Et là-dessus, c'est aussi pour ça que quand on regarde le sondage de manière plus fine, Gabriel Attal emporte le moins l'adhésion et la confiance des milieux populaires. Là-dessus, justement. Il dit ça, il a raison aussi sur le contenu de ce qu'il propose. Moi, je suis complètement d'accord avec... c'est aussi ce que nous, on propose, de pouvoir justement décentraliser, on va dire déconcentrer dans les autres pays la demande d'asile. Non, par contre, sur la question du référendum, il faut se poser juste la question, à quoi ça sert de faire un référendum sur cette question-là? Effectivement, le point de l'article 11, même si je pense que c'est de la politique économique, donc ça pourrait rentrer dans le débat, oui. C'est normalement le référendum, c'est un outil de la monarchie présidentielle dans le parlementarisme rationalisé qui vise à deux objectifs, soit lever un blocage institutionnel. Est-ce qu'il y a un blocage institutionnel sur la question de l'immigration aujourd'hui? Non. Par contre, est-ce que le gouvernement va pouvoir avoir l'adhésion des LR? Ça, c'est la question d'octobre. Et le deuxième objectif, c'est de consulter l'opinion publique pour recueillir un sentiment d'approbation. Or, on sait déjà depuis des dizaines d'années que la lutte contre l'immigration est un sujet de préoccupation majeur pour les Français. Ça va être un dossier explosif, un grand écart quasiment impossible à réaliser pour... On voit que en même temps, sur la question de l'immigration, n'a aucun intérêt et n'a aucun sens politique, puisque là, on est là face à une majorité divisée sur le sujet où la question de l'immigration de travail, qui aujourd'hui n'est pas la filière principale d'immigration, le motif principal d'immigration, qui est plutôt économique aujourd'hui et politique. Aujourd'hui, cette immigration de travail-là ne peut pas être votée par les LR à l'Assemblée nationale parce que le projet consisterait à régulariser massivement des personnes qui seraient arrivées sur le territoire en situation illégale. Ça, c'est le premier élément. Or, la partie gauche, l'aile gauche de la Macronie est pour cette mesure-là, sauf que Elisabeth Borne, elle pourrait éventuellement faire une circulaire pour pouvoir régulariser, pour pouvoir mettre en place la mesure sans passer par un vote de la loi. Ça a été ce qu'avait fait Manuel Valls avec la circulaire Valls en 2014. Aujourd'hui, c'est pas l'option qui est privilégiée par le gouvernement, qui veut un texte en même temps. Oui, en tout cas, quand on regarde les chiffres, effectivement, il y a un manque de l'État est en faillite sur le sujet, car la question des violences faites aux femmes est réellement de nature endémique. Et là où je suis un peu surpris par ce que dit Gérald Darmanin, c'est qu'il dit seulement un tiers des femmes ont déjà subi des violences de la part de leurs conjoints qui ont été signalées à la police et à la justice, parmi celles qui ont été tuées. Donc un tiers, c'est déjà beaucoup trop par rapport à ce que dit. Là où, par contre, il a raison peut-être de défendre une partie de son bilan, il y a une enquête de Nous Toutes, justement, une de ces fameuses associations féministes qui montre que, alors qu'en 2016, il y avait seulement 24% des femmes qui étaient satisfaites lors de leur dépôt de plainte, aujourd'hui, c'est 55%. Donc c'est une hausse de 30 points, c'est beaucoup. Certes, c'est pas suffisant, mais en tout cas, l'État, parce qu'il y a eu des formations qui ont été faites par la police, a fait un grand travail. La police a fait un grand travail dessus, il faut le saluer. C'est encore insuffisant parce que la question des féminicides est évidemment ce sentiment. Je suis d'accord avec ce que dit Amaury. Ce qui est vraiment dramatique, c'est de voir cette courbe en fait du nombre de morts qui monte à chaque fois, on en découvre toujours plus et là on est à plus de 2000 alors qu'on était à 1000 encore hier soir. C'est vraiment quelque chose qui est terrible pour le Maroc, pour aussi une partie des Français qui ont des origines marocaines et qui ont éventuellement de la famille qui a été touchée. On l'a vu à Casablanca éventuellement, même si c'est dans des circonstances plus minimes. Et puis, comme vous l'avez rappelé, les liens sont forts. Le Maroc aussi a une politique de gestion des risques sismiques qui est plutôt bonne, mais qui est entachée et on le voit dans les images, par deux problèmes, selon l'ordre des architectes marocains. C'est que d'une part, le bâti, en fait, exactement, avec un tissu informel de bâti qui s'effondre très, très vite. Et puis, d'autre part, la question des régions rurales, où il y a un vrai manque d'investissement dans ces régions-là. Et le Maroc ne peut que partager la peine. Et on espère que cela sera reconstruit dans des meilleures normes et pour pouvoir éviter à l'avenir ce type de drame. Le Maroc, qui n'avait pas connu de tremblement de terre aussi violent depuis 1960, on va en parler. Qu'entretiennent la France et le Maroc?
Alors oui et non, parce que si on regarde par rapport, on prend en élément de comparaison le séisme qui avait lieu en Turquie et en Syrie, donc qui était d'une ampleur qui était quand même beaucoup plus forte. On était sur un séisme de magnitude 7,8, donc beaucoup plus important. 50 000 victimes. Avec 50 000 victimes, on est un petit peu en retrait par rapport, en relation par rapport à, enfin en rapport par rapport à ce que l'on va faire, parce qu'on avait aussi une aide Union européenne en fait qui était très forte. On était à plus d'1 milliard d'euros d'aide à l'échelle européenne. Donc là-dessus, c'est vrai que la France était un peu plus engagée sur le dossier turc et syrien. Donc ça, c'est le premier élément. Après, est-ce que c'est à la hauteur des liens économiques et diplomatiques que l'on a avec le Maroc? Les liens économiques, ils sont bons. On sait que la France est le premier investisseur étranger au Maroc et le deuxième partenaire commercial du Maroc aujourd'hui. Que par exemple, la Polytechnique, la nationalité étrangère la plus représentée sont les Marocains. Donc on a des liens économiques qui sont très forts. Par contre, là où on a un point, c'est les relations diplomatiques qui sont en froid, notamment sur le sujet des... N'en dites pas plus, parce qu'on va en parler dans quelques minutes avec Harold Iman. Amaury Brelet, vous avez le sentiment. Ce sera très important de soutenir le Maroc à très long terme pour pouvoir justement permettre d'éviter que ce type de nouveaux séismes en fait puissent justement fragiliser encore plus la population marocaine, et puis que ça puisse créer une véritable culture commune au Maroc de sensibilisation vis-à-vis des risques sismiques, qui est peut-être un peu moins vrai au Maroc que ça ne peut l'être en Turquie, au Japon, qui sont peut-être traditionnellement encore plus emprunts de cette culture de lutte contre les risques sismiques. Et après, ce que je vois qui est aussi intéressant, c'est que le Maroc aussi, pour l'instant, veut aussi montrer que c'est un pays fort, et car c'est un pays fort, qui a une économie qui a été prospère, alors que la croissance a un peu été ralentie l'année passée, mais qui est une économie qui était vraiment prospère. Et le Maroc veut se montrer comme un pays souverain, capable de pouvoir aussi gérer des politiques de crise et de gestion de crise de l'urgence. On se souvient notamment de la crise sanitaire que le Maroc avait plutôt bien gérée aussi par rapport aux autres pays africains et aux autres pays de cette zone du Maghreb. Là, on a aussi un nouveau défi en fait pour le Maroc, pour pouvoir justement surmonter un petit peu ces catastrophes qui, on va dire, frappent le Maroc à plusieurs titres. Michel Chevalet, pour les questions scientifiques. On disait tout à l'heure que le Maroc, les décisions de justice qui sont rendues ? On a toujours l'impression qu'effectivement, les décisions de justice ne permettent pas de pouvoir répondre à cette problématique qui est clé, c'est l'impunité par la mesure et l'effectivité de la peine, pour pouvoir justement que des drames puissent être évités. Lorsque l'on met en place une personne en détention, c'est pour pouvoir justement l'isoler du reste de la société, parce que l'on juge que cette personne-là est nuisible pour la société. Là, avec ce régime de semi-liberté, on laisse la porte ouverte à ce type de comportement, à des gens qui puissent se permettre de récidiver. Là-dessus, il faut absolument une réponse pénale qui soit beaucoup plus forte. Nous, on propose d'agir sur deux leviers. Le premier, c'est de faire évoluer le droit au regard des évolutions de la société. Quand même, plus 15% des hausses des violences. Donc là-dessus, il faudrait travailler sur la question de la rehaussement des peines. Et le deuxième élément, c'est la question des moyens de la justice, mais plus spécifiquement des moyens de l'administration pénitentiaire, pour pouvoir justement incarcérer davantage de personnes. Amaury Brelet. Oui, c'est à la fois